Aujourd'hui, on va parler du lien entre performance et productivité pour les espaces de travail numériques ou pour le digital workspace, selon la préférence qu'on a en termes de langue pour l'expliquer. Dans ce webinaire, je vais essayer de vous expliquer les enjeux autour de ces éléments-là. Je vais essayer aussi de vous montrer comment on peut mesurer en fait la performance et l'impact que ça a sur la productivité des utilisateurs dans un espace de travail numérique moderne. Allons-y. Alors la première chose, c'est voilà, les espaces de travail changent. On numérise énormément de choses, on digitalise beaucoup de choses selon ce qu'on peut faire. De façon évidente, un des plus grands changements, c'est que 75% des employés en fait ont un mode de travail qui est hybride ou à distance à partir de 2026. Et ça, c'est un changement drastique en quelques années qui va avoir beaucoup d'impact qu'on va évoquer après. Le deuxième, c'est que 82% des entreprises en fait ont adopté ce modèle de travail en anglais on dirait productivity anywhere, donc productivité partout. Ça sonne pas forcément aussi bien en français, mais des modèles où en fait les collaborateurs peuvent travailler depuis différents endroits, sont pas nécessairement censés se rendre dans un bureau ou dans une agence en fait pour travailler. Et quand on regarde les 15% des organisations les plus efficaces, on se rend compte que pour celles qui ont le plus avancé dans cette direction-là, il y a des bénéfices très importants. Voilà, 49% de temps perdu en moins, de dépassement de deadline ou de délai en moins. Ça, c'est le premier élément qui fait ressortir l'intérêt en fait pour les organisations de ça. Et puis 61% des employés qui sont plus productifs qu'auparavant quand ils allaient en fait au bureau chaque jour, on se rend compte que ça libère beaucoup de possibilités en termes de productivité et que ça explique pourquoi beaucoup d'entreprises en fait s'orientent vers ce modèle-là. Donc une fois qu'on a compris comment ça change et pourquoi ça change, c'est intéressant de s'intéresser à ce que ça veut dire et quels sont les différents éléments qui changent. Bon, le premier, c'est le type, quand on pense à l'espace de travail, c'est vraiment l'espace de travail au sens physique du terme. On va passer de bureaux qu'on avait organisés d'une certaine façon pour des collaborateurs qui venaient tous à des bureaux qui vont servir à plus de collaboration, qui vont être plus des espaces partagés, qui vont faciliter d'autres types d'interactions entre collaborateurs. Puis pour beaucoup, ça va être comment on travaille en fait depuis chez soi, comment on travaille à domicile. Si on continue de monter et qu'on regarde ce qu'il y a sur le bureau, en fait, on va avoir différents types d'équipements, de dispositifs, de devices qui vont être mis en œuvre dans ce nouvel espace de travail numérique. On a plus de Wi-Fi, on a plus d'ordinateurs portables, on a plus de tablettes, plus de dispositifs mobiles, vraiment de téléphones mobiles. Et puis, on a aussi de gros changements en termes de communication unifiée. On ne va pas avoir un téléphone physique, on va utiliser différentes applications qui permettent en fait d'échanger en voix, en vidéo, pour accompagner ce changement-là. Si on regarde maintenant quel type d'infrastructures réseau vont permettre ça, on va en fait passer d'infrastructures réseau qui étaient des infrastructures réseau totalement privées à Internet, à des solutions qui permettent de sécuriser la connectivité via Internet comme toutes les solutions SSE ou SASI, tout ce qui est Secure Edge, qui vont apparaître, et puis des solutions de raccordement, soit VPN, soit SD-WAN, qui permettent de lier beaucoup d'agences à différentes applications. Puis si on regarde les applications, du coup, on va voir en fait que tout ça nous mène de plus en plus souvent en fait vers des applications qui sont hébergées dans le cloud ou qui sont fournies en SaaS et qui très souvent sont accédées en fait au travers des navigateurs. Voilà, donc l'ensemble des changements qui apparaissent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les utilisateurs sont répartis de façon beaucoup plus variée, il y a beaucoup de localisations possibles, il y a une distribution géographique qui est beaucoup plus importante, il y a un caractère beaucoup plus dynamique, et des utilisateurs qui vont à un moment se connecter à un endroit, puis à un autre, puis à un bureau, puis chez eux, et puis des infrastructures.
Donc des infrastructures qui, comme elles s'appuient sur Internet, vont aussi se comporter de façon plus dynamique, et puis des applications qui sont hébergées dans le cloud qui vont aussi se comporter de façon plus dynamique et beaucoup plus distribuée. Donc, si on résume, bah, en fait, l'espace de travail numérique, il dépend maintenant beaucoup plus du Wi-Fi, beaucoup plus d'Internet, du cloud et des navigateurs. Il est affecté bah, par l'emplacement de l'utilisateur, par les applications qu'on va utiliser et par le chemin réseau qui est employé. Et le troisième élément qu'il faut avoir en tête, bah, c'est que tout ça est formidable, mais est sujet à un niveau de friction relativement important. C'est-à-dire que ça, on a débloqué beaucoup de possibilités, mais ces possibilités-là, bah, elles rencontrent un certain nombre de difficultés. Et parmi ces difficultés, la première qu'on voit, bah, c'est quand on demande à des utilisateurs si certaines applications sont lentes et si ça affecte leur productivité, bah, il y en a plus des 2 tiers qui vous disent oui. Des applications lentes affectent de façon significative notre productivité. Puis le deuxième point de friction, c'est qu'on se rend compte que le nombre d'applications utilisées par un collaborateur ont aussi explosé, et que ça, c'est beaucoup de complexité pour les utilisateurs. Et si on regarde du côté de la DSI, du côté de l'IT, eh ben on se rend compte que bah, on n'est pas forcément très bien armé pour gérer ce niveau de friction-là ou ces nouvelles frictions-là. C'est-à-dire que 46% des problèmes ne sont pas détectés en fait dans une DSI quand ils concernent ce nouvel environnement. Et puis il y a 39% des problèmes qui sont jamais résolus. Okay, donc on a une friction qui a un impact important sur beaucoup d'utilisateurs, pour laquelle la DSI est pas très bien préparée et auquel on trouve pas si souvent que ça une solution. Qu'est-ce que ça a comme impact? Bah, c'est 100 heures perdues par employé chaque année. Ça veut dire que c'est bah, une réserve de productivité, un coût salarial important qui est mal employé, et en tout cas qu'on sait mettre un chiffre en fait sur le coût que ça a. Et alors, si on regarde l'environnement, c'est-à-dire le digital workplace, c'est-à-dire l'espace numérique, comment ça s'explique et pourquoi on a du mal en fait à résoudre ces problèmes-là. Bah, si vous regardez ici, vous avez des utilisateurs qui sont dans la partie supérieure du diagramme, qui peuvent être à distance, qui peuvent être en télétravail. Vous voyez le petit symbole de maison, hein, et se connecter par un VPN ou se connecter par un SASI. Après, on a toutes les couches réseau. Hein, donc on passe par un VPN, on va vers un data center et ensuite on va joindre des applications qui, elles, vont être hébergées dans différents endroits, dans des clouds privés, publics, sur du SaaS, potentiellement avec des services de tiers qui sont intégrés dans les SaaS. Et puis au milieu, ben, on retrouve les VPN, les couches de sécurisation de type SASI ou le SD-WAN, qui va permettre de lier bah, les utilisateurs, quelle que soit leur localisation, aux différentes applications. Et en fait, on a 2 facteurs principaux qu'il faut comprendre pour essayer de maîtriser en fait la performance pour les utilisateurs dans cet espace numérique. Bon, le premier, c'est quelle est la latence globale entre un utilisateur et son application. Bien sûr, plus les temps de réponse via un réseau sont longs entre un utilisateur et une application, bah, moins il y a de chances que l'application se comporte tel que l'utilisateur l'attend. Mais ensuite, au-delà de cette latence, il y a un certain nombre de traitements qui sont ajoutés pour des questions de sécurité, soit par du VPN, soit par du SSE, soit par du SD-WAN, et qui vont bah, venir se substituer à ces traitements de sécurité qui étaient auparavant effectués dans les data centers, qui sont nécessaires hein, pour sécuriser le flux, mais qui ont un certain coût de performance et qui peut varier en fonction de l'application, de la localisation de l'utilisateur, du service de sécurisation qu'on utilise. Et puis ensuite, quand on utilise une connectivité plutôt d'une agence, bah, c'est au niveau SD-WAN, où on a potentiellement une ou plusieurs connexions qui sont mutualisées, qui vont servir à joindre des applications, et dont la performance peut varier aussi en fonction bah, soit de la configuration SD-WAN, soit vraiment du chemin en fait de la sous-couche privée ou Internet qui est utilisée par le SD-WAN. Et puis ensuite, bah, il y a les mêmes problématiques que celles qu'on avait dans l'ancien monde du data center, c'est-à-dire que bah, le serveur, son temps de traitement a aussi un impact, c'est évident. La quantité de données qu'on a à transférer aux utilisateurs a aussi un impact en fait sur la performance, c'est-à-dire le temps de réponse de l'utilisateur. Et puis le poste et le navigateur ont bien entendu aussi un impact sur la vitesse à laquelle les données vont apparaître à l'utilisateur et à la vitesse à laquelle il va être capable d'utiliser une application. Donc le DEM, qu'est-ce que c'est? DEM, ça veut dire Digital Experience Monitoring. C'est essentiel dans cet environnement-là
Son objectif, c'est de donner une visibilité à 360 degrés de l'efficacité en fait de cet espace de travail numérique et de nous permettre de comprendre comment il fonctionne, c'est-à-dire quelle est la performance des applications, cloud, SaaS, web, de comprendre comment on traverse les réseaux, donc quelle est la connectivité d'un utilisateur réel où qu'il soit, c'est-à-dire qu'il se trouve sur un site de campus, qu'il se trouve dans une agence, qu'il se trouve en télétravail ou en situation de mobilité. L'idée, ça va être de comprendre, ok, quel est le chemin réseau qu'emprunte tel ou tel utilisateur et quel impact ça a sur son expérience. Et puis enfin, c'est vraiment regarder au niveau de l'utilisateur quelle est l'expérience véritable qu'il obtient quand il utilise l'application. Donc là, c'est vraiment observer ce que l'utilisateur fait, les vraies transactions qu'il fait, les vraies applications qu'il joint, et être capable de comprendre de façon fidèle quels sont les temps de réponse qu'il obtient. Et l'idée, ça va être de le faire sur un environnement qui est complètement renouvelé en fait avec l'espace de travail numérique, c'est-à-dire avec des terminaux qui peuvent changer, qui peuvent être des équipements mobiles ou des laptops, avec différentes couches d'accès réseau, hein, Ethernet, mobile, Wi-Fi, des réseaux WAN qui vont varier, donc on va traverser un LAN, on va passer par un fournisseur d'accès, peut-être qu'il y a une couche SD-WAN, peut-être qu'il y a une couche SASI, peut-être qu'il y a un VPN, il y a un réseau cloud par lequel on passe. Les applications aussi sont différentes, hein. On a des applications SaaS ou des applications qui sont hébergées dans le cloud, et puis on a encore quelques applications privées. Donc l'objet de Kadiska, qui est une solution d'EM, ça va être de vous dire, telle application SaaS se comporte bien, pas bien. Si elle se comporte pas comme attendu, combien d'utilisateurs sont impactés. De vous montrer quel est le chemin qu'emprunte un utilisateur pour joindre les ressources essentielles de l'application. Là, vous avez un diagramme qui vous montre ça, où on voit le chemin qui est emprunté depuis une agence vers une application cloud. Et puis ensuite, vraiment de montrer la performance en fonction de la localisation des utilisateurs, en fonction des transactions qu'ils font, et où est-ce que les temps de réponse sont satisfaisants ou pas. Ok. Le principe de Kadiska, c'est de fournir tout ça avec un déploiement qui est extrêmement simple. Donc c'est des déploiements sur les postes au travers d'extensions navigateurs, notamment d'agents pour d'autres, qui vont être déployés sur des dizaines de milliers de postes extrêmement facilement, qui ensuite vont renvoyer des données vers une plateforme SaaS qui est hébergée par Kadiska, dont on a pas du tout le souci en termes de gestion, de maintenance, et qui vont directement vous fournir des alertes, vous indiquer où est-ce qu'il y a une dégradation, et puis ensuite vous fournir des moyens pour obtenir des diagnostics qui sont automatisés grâce à des mécanismes d'intelligence artificielle. Les bénéfices, c'est assez simple, c'est augmenter la productivité de vos utilisateurs, augmenter la disponibilité en fait de vos services, y compris ceux qui sont hébergés par des fournisseurs SaaS ou cloud, optimiser votre infrastructure pour ces nouveaux usages, et puis créer un avantage numérique pour votre société, c'est à faire en sorte que cet outil numérique-là soit très disponible et qu'effectivement, il permette à votre société d'avoir de meilleurs résultats. Donc quand on parle visibilité complète des utilisateurs, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail du déploiement de Kadiska. On va retrouver, vous voyez, en bas du diagramme, les utilisateurs qui peuvent être dans des bureaux, dans des magasins, des succursales, des agences, des usines ou en situation de télétravail. Nos fameux réseaux avec une partie d'Internet, une partie de réseau cellulaire, des SD-WAN, des SASI, qui vont permettre de joindre des applications dans les centres de données, dans les clouds, dans les SaaS. Okay. La première chose qu'on va déployer, c'est une technologie qu'on appelle Tracer, qui vise à comprendre comment un utilisateur va pouvoir joindre telle ou telle technologie et où est-ce que se situe un éventuel problème. Et on va voir qu'il y a plusieurs moyens de déployer Tracer. On peut le déployer dans un mode de connectivité real user, c'est-à-dire vraiment sur le dispositif, le terminal de l'utilisateur, et on va déployer ça sous la forme d'un agent sur une plateforme Windows, sous la forme d'une app sur un Android, et ça va suivre en fait les utilisateurs, quel que soit leur contexte d'utilisation, c'est-à-dire qu'ils soient sur un site, dans un bureau, en télétravail. Ça va permettre de comprendre comment ils vont joindre ces applications-là. Ensuite, on a la possibilité de déployer ça sous la forme de stations d'entreprise. Donc ça va être quelque chose qu'on va déployer dans une VM ou sur un boîtier SD-WAN ou sur un switch réseau.
et qui va tester de façon permanente la connectivité vers des applications clés, ou on peut aussi les placer dans des centres de données ou dans des clouds pour la connectivité entre ces centres de données et des sites, ces centres de données-là et des applications cloud qui sont clés, ou entre clouds. Et puis ensuite, on a un troisième mode de déploiement qui consiste à utiliser des stations qui sont fournies et gérées par Cadiska, qui vont permettre d'effectuer des tests depuis les backbones les plus importants, c'est-à-dire en France, ça va être SFR, Orange, Bouygues, Free, pour pouvoir effectuer ces tests-là sans déploiement du tout de la part de nos clients. Et puis ensuite, on adjoint à ça une deuxième technologie qu'on appelle Watcher. Et comme son nom l'indique, on ne va pas effectuer des tests actifs avec Watcher, on va observer ce que font les utilisateurs. C'est-à-dire que là, on va vraiment parler d'utilisateurs réels et on va placer en premier lieu une extension navigateur qui va permettre de collecter des informations sur l'utilisation que les utilisateurs font d'une application, les temps de réponse qu'ils obtiennent par transaction, et de comprendre comment ces temps de réponse-là peuvent être décomposés entre les différentes couches d'infrastructure, c'est-à-dire le DNS, le réseau, les couches de TLS, le serveur, le temps de transfert des données, le navigateur, etc. Et on peut aussi déployer ça sur des applications appartenant à nos clients, déployées dans des centres de données ou dans des clouds. Et toutes ces données-là vont être centralisées sur notre plateforme SaaS et vous fournir des accès aux données au travers de tableaux de bord, d'une interface d'analyse, d'alertes en temps réel et puis de diagnostics automatisés. Alors les avantages du DEM, si vous vous demandez à quoi ça sert, c'est assez simple et c'est assez évident, c'est d'optimiser la productivité des employés, donc de gagner en productivité pour le métier, d'améliorer l'expérience client et la fidélisation. Ça, c'est quand on considère des applications qui sont fournies à vos clients, le fait qu'elles fonctionnent bien renforce la fidélité de vos clients, leur permet d'avoir une meilleure expérience, une meilleure image aussi des services rendus par votre société. Ça permet de générer des revenus avec des nouveaux produits, des nouveaux services. Autour de la digitalisation, il y a en fait un potentiel de services supplémentaires, de chiffre d'affaires, de ventes supplémentaires pour votre société qui sont importants. Si les services numériques ne sont pas performants, vous ne les réalisez pas. Si à l'inverse, vos caisses, vos self, vos caisses autonomes permettent à vos clients d'aller plus vite, ils sont plus contents et vous gagnez en productivité. Si les services que vous rendez dans vos agences avec des tablettes permettent à des clients d'obtenir un service plus rapidement, plus facilement, vous obtenez plus de satisfaction et plus de revenus, etc., etc. Et puis ça permet d'engager, recruter, fidéliser une force de travail qui est plus importante. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients pour qui l'enjeu, c'est de recruter plus facilement, c'est de retenir les gens, c'est de leur fournir un cadre de travail en fait qui est plus attractif. L'espace numérique fait directement partie des atouts que vous pouvez leur offrir pour recruter mieux, garder beaucoup plus facilement vos talents. Et améliorer l'efficacité et maximiser les investissements informatiques. Dernier élément, c'est de savoir sur quoi il faut investir pour améliorer la performance numérique. Sans données, on a beaucoup de mal à savoir si on investit justement ou pas dans des améliorations qui vont porter leurs fruits pour les utilisateurs. Cadiska permet ça. Donc si on parle d'exemples concrets, je vais prendre quelques exemples, puis ensuite je vous donnerai un aperçu de l'interface. Je vais vous donner trois exemples encore avec ces slides. Donc je vais vous donner quelques exemples. Ici, on a un exemple où vous voyez en fait comment les utilisateurs distants en télétravail se connectent à une application et puis vous pouvez voir par quel fournisseurs d'accès ils proviennent. Et vous pouvez voir aussi, par exemple, par quelle solution SASI ils proviennent. Et puis vous voyez qu'on a entouré en rose le SASI utilisé par ce client-là. Et vous voyez que, la connectivité est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que la latence est beaucoup plus grande, et surtout que le temps de processing, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, est fortement dégradé par ce canal-là par rapport à d'autres. Et c'est vrai aussi pour les utilisateurs qui se trouvent sur site, que vous voyez ici, où la connectivité est encore plus longue et le temps de processing encore plus long.
et c'est guidé par deux choses. En fait, le navigateur attend beaucoup plus de données, et la plus grande différence, bah, c'est toute la connectivité réseau. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici quand on est un client et qu'on voit ça? Bah, on apprend déjà bah, que accéder à cette application-là par ce service SASI, ça a un coût en termes de productivité qui est important, hein. On parle de bah, peut-être 20 fois plus ou 10 fois plus de latence réseau, et puis on parle de 10 fois plus de temps d'attente pour l'utilisateur. Et puis on apprend aussi que certains utilisateurs en fait ne passent pas par ce service qui en principe est utilisé par tous les utilisateurs. Et ici vous pouvez voir bah, que on comprend pourquoi. C'est-à-dire que les utilisateurs remote qui passent par iBoss attendent 347 millisecondes contre 200 pour ceux qui y vont direct. Mais d'un point de vue sécurité, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui contournent en fait les services de sécurité apportés par iBoss. Si je prends un autre exemple, ça va être avec Microsoft Teams. Ben, on va se rendre compte rapidement que bah, Microsoft Teams n'est pas disponible depuis certains sites. Et vous voyez, c'est symbolisé par le no data. On n'obtient pas de réponse en fait de ce service-là. Et très rapidement, bah, Kadiska va vous permettre de comprendre quel est le chemin qu'on emprunte et où est-ce que se situe le problème. Et du coup, quel est le fournisseur qu'il faut appeler. Ici, c'était un routeur en fait fourni par un fournisseur d'accès qui s'appelle Comcast, qui posait problème, et on l'a su immédiatement par ce moyen-là. Et puis le troisième exemple, bah, c'est à nouveau Microsoft Teams, parce que tout ce qui est collaboration vidéo est très important. Et là, ce qu'on voit, bah, c'est le serveur de messagerie de Teams, dont la latence réseau explose depuis un site client. Vous voyez le diagramme ici, hein, on passe de quelques millisecondes à presque 100 millisecondes régulièrement, et c'est pareil. Rapidement, on va mettre la main sur le problème, et en fait, on va voir qu'on n'est plus redirigé vers le même serveur Microsoft Teams, et que le problème est au niveau du serveur Microsoft Teams dans ce diagramme-là. Ce que je vous propose, c'est de le visualiser bah, dans l'interface, de façon à ce que vous puissiez imaginer ce que vous auriez si vous aviez quelque chose comme Kadiska qui vous aide à comprendre la performance de vos utilisateurs. Voilà, donc là, on regarde en fait la performance des utilisateurs de Kadiska vers leur application. Donc la première chose qu'on voit, c'est des scores avec, vous voyez, un certain nombre d'applications qui ont un score sur 100, une tendance qui est à la hausse, à la baisse. Vous voyez, notre app.kadiska.com est tracé, il est à 71 sur 100. Il y a une petite dégradation en cours. Il y a 7 utilisateurs qui sont fortement impactés, 58 sont très heureux ou ont une très bonne performance, 50 une performance moyenne. Donc ça permet en un aperçu de savoir exactement quelles applications fonctionnent bien ou mal et qui est impacté. On peut ensuite voir bah, où sont répartis les utilisateurs et la taille du cercle nous dit voilà vous avez beaucoup d'utilisateurs ou peu d'utilisateurs. La couleur nous dit leur performance est très bonne ou pas, et le cercle rouge nous dit ils sont exposés à beaucoup d'erreurs. Et puis d'un point de vue réseau, on va tout de suite voir bah, quels services cloud sont bien accessibles d'un point de vue réseau ou pas si accessibles, et où sont les sites où on a des performances qui sont dégradées. Donc vous voyez, si la latence augmente, on passe en violet. Et puis le trait rouge nous indique qu'il y a beaucoup ou peu de pertes de paquets. Okay, puis ensuite, ben, on peut naviguer et aller dans le détail. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, m'intéresser à une application, je vais, par exemple, regarder dans les 7 derniers jours ben, notre application HubSpot, qui est notre CRM. Eh bien, je vais voir le nombre d'utilisateurs qui sont dessus, l'évolution du temps de chargement des pages, du temps de processing, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur. Je vais pouvoir voir bah, par quels moyens on y accède. Alors, si j'ai pas assez de données, parce qu'il y a beaucoup de congés, je peux élargir la période de temps et voir depuis quel site on va y accéder. Là, vous voyez notre site de Montréal, notre site belge. Vous voyez par quelle passerelle ils passent. Vous voyez quelle latence ils obtiennent ou quelle expérience ils obtiennent, et vous pouvez voir bah, que c'est notre site belge par exemple qui a la pire performance pour accéder à HubSpot. Et ici vous pouvez voir sur une carte bah, les sites, les utilisateurs qui se trouvent à distance, soit identifiés par leur ISP, soit identifiés par leur pays ou par leur ville, hein, on peut choisir le niveau de granularité qu'on souhaite. Et puis les gens qui sont sur site, on peut les identifier par leur site et comprendre exactement bah, qui se connecte depuis où, avec quelle connectivité à un site. Et puis on peut bien sûr s'intéresser à un pic, c'est-à-dire que quand la performance est dégradée ici, si je veux savoir qui est impacté par ça, bah, je veux savoir qu'à ce moment-là, n'était connecté que des gens qui se trouvent en Belgique,
qu'en effet, leur connectivité était relativement bonne, mais le processing était mauvais. Puis si, je peux voir les deux utilisateurs et m'intéresser par exemple à l'utilisateur qui a la pire performance et faire ce qu'on appelle un focus utilisateur, où là je vais voir tout ce que fait cet utilisateur, toutes les applications qu'il utilise, lesquelles répondent rapidement, lesquelles sont proches ou lointaines en termes de connectivité. Dans la globalité, la connectivité est très bonne. Il y en a une qui est Google Calendar qui souffre d'une moins bonne connectivité réseau. Je peux voir aussi est-ce qu'il y a des erreurs. Je peux voir par exemple des dégradations. Vous voyez par exemple que les temps DNS pour ce collègue-là hier étaient très mauvais. Ça correspond d'ailleurs à un moment où il y a eu des pics d'erreur, ce qui est intéressant. Et puis, vous pouvez voir aussi l'état de son poste. Est-ce qu'il lui reste du CPU? Est-ce qu'il lui reste de la RAM? Est-ce qu'il y a des choses qui justifient, en fait, qu'il ait des temps de réponse beaucoup plus longs? Et puis, si je veux savoir qui est impacté par un pic d'erreur, de la même manière, je clique ici et je vais voir quelle application est impactée par tant d'erreurs. Et je sais que c'est HubSpot. Et si je veux savoir quelles sont les requêtes qui, chez HubSpot, engendrent des erreurs, je sais que c'est leur service de notification ici. Et je suis capable de communiquer ça à l'utilisateur, à l'éditeur, et lui dire, voilà, quand on fait une requête XHR de ce type-là, on a une erreur. Et puis l'idée, c'est ensuite aussi de pouvoir rentrer dans le détail en termes de connectivité, c'est-à-dire que ce qui saute aux yeux, c'est que j'ai potentiellement des services, alors je vais me remettre sur une période de temps un petit peu plus longue, qui répondent bien ou mal, mais si je vois une dégradation, par exemple, je vois quelques pertes de paquets dans le nord-est des États-Unis, je veux savoir quels services sont impactés, et je vais cliquer ici et je vais pouvoir voir, ok, dis-moi quel service souffre de perte de paquets, et je vois que par exemple Notion est impacté par de la perte de paquets sur les 4 sites qui sont au nord-ouest des États-Unis, et puis je vais pouvoir ensuite aller m'intéresser à savoir quels sont les sites qui sont impactés, voir si c'est tous mes sites de cette région-là ou uniquement certains sites. Je vois que c'est principalement Portland qui est impacté et Seattle. Et si je veux comprendre, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de la perte de paquets depuis ces sites-là, je vais être capable de faire une analyse du chemin et de comprendre, ok, comment les pertes de paquets évoluent, comment la latence évolue et quel est le chemin qui est emprunté. Voilà. Donc j'ai rechargé et si je veux savoir où la perte de paquet a lieu, je vois que c'est vraiment dans le dernier nœud, juste avant Notion, chez Cloudflare, en fait, que se situe le problème. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une excellente journée.